Bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi. Vous connaissez le concept un peu des questions-réponses. Vous m'envoyez sur mon site web ou dans les commentaires les questions que vous avez. Avec Equity Manager, tout va sur un fichier et une fois par semaine, normalement le mercredi, j'ouvre le fichier et je réponds à vos questions. Je cite votre prénom. Si vous ne voulez pas être cité, marquez-le dans vos questions. Je ne cite pas votre nom de famille. Et je réponds directement aux questions de la communauté. Donc n'hésitez pas. Si j'ai pas le droit de répondre, je ne répondrai pas. Enfin, je vous dirai que je ne peux pas. Mais toutes les questions qui arrivent dans le fichier, je vais les traiter. Allez, ce que je vous propose, c'est de commencer juste après le jingle. Alors j'en profite pour vous faire part de quelques avancements. Fin février, début septembre, je vais vous faire une annonce intéressante sur un nouveau média pour lequel je vais produire du contenu exclusif. Je repasserai des petits morceaux sur cette chaîne, mais le gros des reportages sera sur ce média-là. Et autre belle annonce, c'est que sur le site web, si vous allez sur combatproven.org, vous allez dans le petit onglet séminaire et vous allez voir que du 10 au 15 juillet, nous organisons un truc super sympa en présentiel. On vous prépare les petites vidéos, tout ça. N'hésitez pas à aller voir et nous contacter si vous avez des questions, que vous voulez postuler à ce concept pour le moins original. Allez, on attaque les questions et la question commence avec Gaël qui me dit « Bonjour, quel était ton passé aéronautique avant ta sélection pour l'aéronaval ?» Bonne question, j'en profite pour dire de suite, spoiler, alerte, que mon passé aéronautique n'est pas représentatif de ce que recherche la marine de manière générale, il n'est pas représentatif de ce qui est nécessaire pour rentrer dans la boutique. Pourquoi ? Parce que moi j'ai eu la chance de beaucoup voler avant de rentrer dans l'aéronaval, commencer l'aviation à 14 ans, lâcher le jour de mes 15 ans sur Jodel des 112, après je fais du DR400 au club aéronautique de Saint-André-de-l'Eure, au CASA comme on dit, à côté d'Évreux. Ensuite derrière j'ai commencé la voltige aérienne sur Cap 10 à Bernay, qui est là où étaient fabriqués les Cap 10. J'ai eu la chance de rencontrer M. Mudry. Ensuite, j'ai commencé le rallye aérien, puis le pilotage de précision. Fait un petit peu de voltige aérienne en compétition, premier cycle et deuxième cycle, si mes souvenirs sont bons. Je fais de l'extra 200 à voltige Val d'Oise et j'ai eu la chance de faire champion de France de rallye aérien à l'époque, en division honneur, vice-champion de France en pilotage de précision et les mondiaux de pilotage de précision, parce qu'après j'étais en équipe de France. Donc, là, sur quoi je vais insister, ça fait pas mal d'heures, mais c'est pas nécessaire pour rentrer. L'idéal, c'est de faire quelques heures de vol avant de rejoindre l'armée ou avant de vous lancer dans une carrière professionnelle pour vous assurer que c'est vraiment ce que vous voulez faire, pour démystifier un petit peu le vol et pour également prouver votre motivation. D'un point de vue aéronautique, le must, c'est quoi ? C'est de commencer par du planeur. Ça vous donne un excellent sens de l'air. Si vous n'avez pas les moyens de faire du vol sur avion léger, je vous recommande de faire de l'ULM, de l'ultra léger motorisé, qui est plus accessible pour les tirelires, même si, attention, les heures d'ULM ne sont pas reconnues dans une filière professionnelle avion, mais des heures d'ULM peuvent vous aider pour être plus à l'aise lors des sélections pilotes, par exemple, comme EOPAN. Voilà Gaël, j'espère que ça répond à ta question. Nicolas qui me dit « J'aimerais savoir si dans la réalité on pourrait démarrer et décoller avec un avion de chasse comme on pourrait le faire avec un simulateur ou ce ne serait pas possible car il y a des codes d'accès, des manips à faire, sinon impossible de décoller moteur arrêté. » Alors oui, tu ne peux pas décoller moteur arrêté. J'ai toujours été curieux sur cette question. Eh bien Nicolas, sache que tu n'auras pas la réponse dans ma réponse. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas vous expliquer comment voler un Rafale ou un Mirage 2000, donc je vais laisser planer le doute et le mystère. Heureusement, Nicolas était prévoyant et m'a posé une deuxième question. Peux-tu nous expliquer la méthode que font les pilotes de chasse pour dormir rapidement en plein vol en 3 minutes lors de très longs parcours en avion ? Ça peut être utile dans la vie pour récupérer rapidement du sommeil en peu de temps. Très simple. C'était une blague. Désolé. Alors ça, c'est vraiment le domaine de Pat, coach Pat, Patrice Leguet, qui d'ailleurs sera à notre séminaire en juillet. Comment est-ce qu'on fait ? Alors il y a différentes méthodes. Une des méthodes, ça s'appelle avoir une dette de sommeil absolument colossale. Crois-moi, quand tu atteins un certain niveau de dette de sommeil, tu dors n'importe où.
Blague à part, eh bien, ça va passer un petit peu par de la visualisation et de la capacité à hacker son cerveau grâce à la respiration. Je m'explique. Imagine, ton cerveau est un Pentium, est un ordinateur. Si tu veux pouvoir rentrer directement dans le MS-DOS, comme on disait à l'époque, là, dans les fichiers sources et hacker sans avoir à passer par interface, eh bien, tu respires. Tu respires. Et tu respires comment? Eh bien, tu respires de manière très calme et très souple. Personnellement, moi, ce que je fais, vous entendez peut-être des vagues en fond, eh bien, j'imagine une plage, j'imagine des vagues, et j'imagine le rythme des vagues sur la plage. Je ne pense pas à mes enfants, je ne pense pas à des proches. Je retire tout ce qui est émotionnel et je me concentre uniquement sur le rythme des vagues. Alors, elles ne sont pas grosses, hein, c'est des petites vagues de 50 cm qui viennent sur la plage dans un monde un peu idéal, un peu comme dans Contact avec Judy Foster, où vous avez la rencontre qui se fait comme par hasard sur une plage dans les Antilles ou dans les Caraïbes. Pourquoi? Parce que voilà, moi c'est une image qui me plaît, qui me calme. Et donc je vais visualiser ça. Ensuite, je vais caler ma respiration sur le rythme des vagues. Ça va être très lent et moi ça me permet de m'endormir parce que je suis habitué un peu à le faire. Donc ce que je peux te conseiller, Nicolas, c'est faire le vide dans le cerveau, voir cette plage, quel est ton rythme sur le rythme des vagues, ton rythme de respiration, et ça, personnellement, ça fonctionne pas mal. Après, il faut apprendre à se connaître, et c'est surtout cette capacité à faire le vide et à se concentrer sur la respiration. Je ne vais pas te dire, il faut détendre les doigts, tous ces trucs-là, il y a plein d'apps de yoga pour ça, mais moi je fais ça. Après, est-ce qu'on dort vraiment dans l'avion? Oui et non. Dans un avion de ligne en équipage à 2, il y a des moments de repos, à 3 encore plus. On va briefer avant, très important. Ensuite, on va pouvoir se reposer et après, on va débriefer. Enfin, on va se rebriefer sur ce qu'on a manqué. Mais en tant que pilote de monoplace, tu vas pouvoir avoir des moments plutôt d'hypovigilance où tu vas relâcher, tu vas te mettre au pilote automatique, tout ça. Mais de là, dormir, je crois que j'ai jamais dormi dans l'avion. Maintenant, me reposer un peu, oui. Donc dans ce cas-là, tu es avec ton équipier, tu es au pilote automatique, tu mets la radio très fort. L'interpatrouille, tu le mets très fort. Et l'idée, c'est de recréer du potentiel pour ton cerveau, tout simplement, pour te préparer à l'appontage. Voilà, Nicolas, j'espère que ça répond à ta question. Thomas qui me dit « Bonjour à T, je ne comprends pas pourquoi il faut faire le break avant d'atterrir, autant sur un terrain que sur un porte-avions. Est-ce uniquement pour faire un repérage de la piste ou y a-t-il une autre raison ?» Communauté, dans les commentaires, je suis sûr que vous savez. Thomas, eh bien, c'est une très bonne question et la réponse est tactique. Les Messerschmitt 262 de mandat de Chuck Yeager se faisaient souvent abattre à l'atterrissage. L'atterrissage est un moment du vol où tu es vulnérable de par ta faible vitesse, ta faible énergie cinétique. Si quelqu'un te tombe dessus, c'est pas terrible. Comment est-ce que tu fais pour garder une énergie cinétique, donc de l'énergie que tu peux transformer en altitude ou en rayon de virage pour faire face à une menace, le plus longtemps possible jusqu'au poser des roues? Eh bien, en arrivant vertical de la piste, en tirant sur le manche et en dégradant dans ton virage pour te poser. Eh bien, le fait de faire un break te permet de minimiser ton temps de vulnérabilité face à un adversaire potentiel. Donc, quand il fait beau, si on fait un break, c'est tout simplement, traditionnellement, pour minimiser notre temps de vulnérabilité. Et dans un deuxième temps, après, on s'est rendu compte aussi, c'est très pratique pour récupérer une multitude d'avions très rapidement. Tu peux arriver à 10 avions au break, où tu fais des patrouilles de 4 les unes derrière les autres et tout. Ça va, généralement, dans la marine, c'est 4. Tu peux arriver et poser 4 avions, et dans la foulée derrière, il y a 4 autres avions qui viennent, et tout se pose, en train d'avoir 4 avions sur la piste des fois. Donc ça permet de récupérer beaucoup d'aéronefs en un temps très contraint, tout en minimisant le risque d'interception par des méchants. Voilà Thomas. Florent qui me dit « Quel genre d'entraînement as-tu fait pour être capable de rentrer ?» De rentrer, je ne sais pas trop où, je pense que tu veux dire dans la marine. Eh bien, travailler l'anglais, travailler tout ce qu'il faut en fait. Beaucoup me renseigner sur ce qui était recherché d'un néopan, sur ce qui était recherché lors des présélections et des sélections, et tout mettre en œuvre pour être pas le meilleur dans un domaine et mauvais dans le reste, mais essayer d'être cohérent, d'être bon dans tout, et de ne pas avoir, on va dire, une matière, si on peut dire, où je suis en dessous du standard, ce qui voudrait dire d'être ajourné. Donc ça va être psychotechnique, psychomoteur, anglais, entretien, toutes ces choses-là. Culture aéronautique et maritime. Florent qui me dit « Y a-t-il des choses à prendre en compte, par exemple étudier certaines choses en avance, si oui lesquelles ?»
Tu peux jamais t'arrêter d'étudier. J'essaie de vous expliquer un petit peu ça. Si vous allez sur at.teachable, j'ai des cours sur... vous enregistrez 2h40 de cours sur la sélection, sur préparer des entretiens, pardon. Et j'ai plus de 4 heures de cours également sur l'aéronaval, la journée type, à quoi ça ressemble, tous ces trucs-là, une sorte d'encyclopédie de la chasse embarquée, les journées types, tous ces trucs-là, tout ce qu'il y a à savoir. Eh bien, on n'arrête jamais d'apprendre. Donc Florent, il faut tout savoir sur tout. C'est la meilleure réponse que je puisse te donner. Bateau, avion, armement, tout ce que tu apprends avant de rentrer te sera utile derrière. Donc faut pas avoir peur d'énormément se documenter. Est-ce qu'une personne lambda sortant de l'école peut potentiellement suivre les études ? Oui, on est tous des personnes lambda qui sortent de l'école. Moi, je suis sorti directement post-bac. Question un peu bête, mais il n'y a pas de question bête. Est-ce que se prendre des jets, c'est même ressenti que dans une attraction, mais en plus fort ? Oui, en beaucoup plus fort, mais c'est un petit peu ça l'idée. Après, différence d'une attraction, c'est quoi ? C'est d'où viennent les jets. Avion de chasse, les jets viennent par là. Avion de voltige, les jets t'écrasent dans le siège, jet positif, et ils font également du jet négatif. Ça tire par là. Dans beaucoup d'attractions, tu vas avoir du jet latéral qui te colle comme ça contre une paroi, ou tu vas avoir des vibrations, des choses comme ça. Nous, on est plus dans du jet qui te colle au siège, ou du jet qui te fait monter. Voilà Florent, il n'y a pas de question bête, je suis là pour ça. Ensuite, alors là, je suis pas sûr du prénom, je crois que c'est Evan. Evan, oui. Serait-il possible de savoir si un Rafale doit avoir ses feux de position allumés en vol de nuit ? Alors là, on rentre un petit peu dans l'utilisation des feux. Vous avez des feux d'anti-collision, du strobe, vous avez du feu de formation pour vous aider à bien voir la vitesse relative et la position de notre avion. Et après, vous avez des feux de position. Alors, en temps normal, temps de paix, oui, vous allumez autant de feux que possible. Le but, c'est quoi ? C'est voir et être vu et éviter. Donc, vous voulez avoir des feux allumés, sauf si vous avez quelqu'un qui vient en patrouille serrée. Et si vous avez quelqu'un qui vient en patrouille serrée, là, vos feux vous servent d'outils de communication. Et oui, on ne peut plus voir les signaux visuels. Je vous rappelle que, par exemple, ça veut dire on va breaker. Ça, c'est une panne radio, de réception, panne d'émission. Vous avez plein de signaux possibles. Ça, je vais lui dire, part en surveillance, part à un nautique travers. Ça veut dire tu es en patrouille serrée, part en formation de manœuvre, environ 150 mètres. Donc, avec la nuit, vous ne pouvez plus faire ça. Sauf si vous éclairez avec la lampe, mais c'est pas pratique. Donc vous allez utiliser vos feux de position, feux de forme, tout ça pour communiquer avec vos équipiers. Donc la bonne réponse, c'est en temps normal et en avion isolé, donc seul, tu veux plus ou moins allumer tout ce que tu peux. À partir du moment où tu fais des vols de guerre, tu peux éventuellement éteindre des feux. Et dans certains cas, si tu travailles en patrouille, tu vas en allumer certains. C'est propre au leader, ça dépend. Mais retiens ça, Evan. Temps de paix, avion isolé, tout allumé. Temps de paix en patrouille, ça dépend de la position de ton équipier. Temps de guerre, ça dépend, on va dire, de la situation et du leader et de là où il estime qu'il y a le plus grand risque. Voilà. Anton qui me dit, quelle est la procédure pour stopper un aéronef en infraction sur zone interdite et comment le stopper s'il menace par sa masse un bâtiment nucléaire ou une ville ? Un jet comportant des pièces lourdes toujours dangereuses et destructrices en cas de choc. Combien de temps pour intervenir ? Que se passe-t-il si danger et refus d'obtempérer ? Alors ça, c'est la mesure active de sécurité aérienne, Anton. Et eh bien, le plus simple, c'est que ce soit un sujet que je traite dans le futur. Pourquoi ? Parce que là, on est sur un sujet un petit peu touchy. Et je pense que je vais demander à l'armée de l'air et de l'espace un peu ce que je peux communiquer et ce que je vais ne pas communiquer sur le sujet. Blague à part, j'en ai parlé un petit peu dans les vols d'interception. J'entrerai pas trop dans le détail. Pour faire simple, un avion en infraction va être intercepté soit par un chasseur, Mirage 2000 par exemple, ou Rafale, soit par un hélicoptère. Vous avez par exemple des Fennec avec des tireurs d'élite derrière. Il va être intercepté et comme un véhicule intercepté par un gendarmerie sur la route, on va lui demander d'obtempérer et de suivre. Et là après, je vous laisse faire le parallèle avec la gendarmerie sur la route. Si vous refusez d'obtempérer et de suivre, il y a d'excellentes émissions à la télé américaine sur les courses-poursuites. C'est un petit peu la même chose dans les airs. Et la seule différence, c'est qu'on va dire, nous on a un peu comme sur la Batmobile, des systèmes faits pour ouvrir le feu
depuis notre voiture, depuis notre aéronef. Donc il y a différentes choses à prendre en compte. On ne met pas en œuvre de l'armement comme ça sans réfléchir, puisqu'un avion abattu va tomber. Néanmoins, il y a des process, et sur ces process, eh bien, je ne communiquerai pas trop. Voilà Anton, donc l'idée c'est quoi à retenir? C'est ne pas faire, ne pas aller au-dessus de zone où il ne faut pas. J'espère que ces questions-réponses vous ont plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur le site web, c'est le plus simple pour nous, comme ça nous envoie un mail, on range tout ça dans le fichier. Merci pour tous ceux qui me contactent. En ce moment, je suis pas mal pris avec toutes les activités. Je fais beaucoup de conférences, beaucoup de webinaires. J'ai eu la chance de passer dans Forbes, dans Challenge. Là, il y en a le Figaro qui va sortir un article également. Donc, beaucoup pris sur un point de vue business. Des tournages entre tout ça. Donc, je vois tous vos messages. Je n'ai pas forcément le temps de répondre à tout. Je n'ai que demain et je suis en train de traduire des briefs. donc, ça prend du temps. Mais merci, n'hésitez pas à continuer et je vous répondrai dès que j'ai un peu le temps. Et voilà, je vous rappelle qu'on a at.teachable, sinon vous avez le site web et on a migré tout ce qui est produit de coaching sur le site web. Vous pouvez directement booker des séances, que ce soit pour préparation d'objectifs ou pour du vol en patrouille sur DCS ou du combat aérien sur le site web. Et si vous avez des questions business ou autres, je suis sur LinkedIn. N'hésitez pas à venir vous connecter sur LinkedIn, @Chouet. Et je vous dis à dimanche pour un nouveau débrief. Allez, fly safe.